Donc d'abord, bonjour à tous et encore une fois, merci pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc le webinaire d'aujourd'hui aborde un sujet que beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise préfèrent de ne pas regarder en face, mais auquel, en réalité, beaucoup d'entreprises au final seront confrontées un jour ou l'autre. Donc le contrôle des autorités fiscales en Israël. Rachel, déjà, on est bien d'accord, vous voyez mon écran, hein. Super. Donc, la vraie question, en fait, c'est il y a beaucoup de personnes, en fait, qui pensent que quand ils travaillent correctement, ils n'ont rien à craindre. En pratique, c'est pas tout à fait vrai. Un contrôle peut tout à fait concerner les entreprises qui sont bien organisées, qui sont rentables, on va dire, ou peu importe. Même ceux qui sont accompagnés par un excellent expert comptable, ça veut rien dire. La vraie question, du coup, c'est pas de savoir si un contrôle aura lieu, mais plutôt quand il aura lieu. Même s'il y en a qui arrivent à échapper, on va dire entre guillemets, toute leur vie, mais ça peut arriver, donc il faut savoir comment y faire face. Donc l'objectif aujourd'hui, comme j'avais dit un peu plus tôt à Alexandre, c'est pas de faire peur, bien évidemment, mais de mettre de l'ordre dans les choses, comprendre qui peut vous contrôler, pour quelles raisons on peut vous contrôler, et quels sont un petit peu vos droits, ou comment réagir, en tout cas de la bonne manière afin de limiter au maximum les conséquences qui peuvent être négatives. Donc, qui sommes-nous, Berry Consulting, un petit peu sur le cabinet. Donc, pour celui ou celle qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hillel Berry. Je gère le cabinet d'expertise comptable en Israël, Berry Consulting, depuis déjà plusieurs années, avec mon associé Nissim Berry, expert comptable aussi, qui est également parmi nous aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc, rapidement, concernant le cabinet, donc Rachel en a un petit peu parlé, en tout cas, notre cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des indépendants et des sociétés pour les francophones ayant des activités en Israël ou des activités entre Israël et la France. Alors évidemment, on ne fait pas uniquement que du conseil, mais aussi de la gestion de comptable, des ouvertures de sociétés, des déclarations fiscales, des gestions de relations avec l'administration fiscale y compris de l'accompagnement lors des contrôles fiscaux sur le terrain concrètement. Donc, les autorités compétentes en Israël, alors là, j'ai présenté trois autorités principaux en Israël. Il y a aussi le registre des commerces que j'ai pas marqué, on va pas du tout en parler aujourd'hui. En tout cas, on commence par l'impôt sur le revenu, le Mas הכנסה en hébreu, on a la TVA, donc le Ma'am, on a l'équivalent de la sécurité sociale, donc le Bitoire Leumi, et on a donc le Bitoire Leumi, pour celui qui ne connaît pas, donc l'équivalent de la sécurité sociale. On va essayer de voir un petit peu un peu plus en détail chacun pour savoir qu'est-ce que chacune peut contrôler. Mais déjà, il faut savoir que en Israël, une entreprise peut être contrôlée par plusieurs autorités différentes. Comme on peut le voir, c'est déjà un point très important à comprendre dès le départ parce qu'en fait, chaque autorité ne vérifie pas la même chose. Chacune a son propre rôle, ses propres objectifs et même sa propre manière de faire ses contrôles. Donc, ça veut dire qu'en fait, une même entreprise peut être contrôlée par plusieurs organismes en même temps. Et donc, pour bien se préparer, il faut donc savoir qui contrôle quoi, parce que comme j'ai dit, chaque organisme a ses propres pouvoirs, ses propres objectifs et ses propres méthodes aussi de contrôle. Et on va voir tout de suite un peu plus en détail quel genre de contrôle peut chaque autorité effectuer. Donc, on commence par le Mas הכנסה et ses quatre types de contrôle. Donc déjà, le Mas הכנסה, l'impôt sur le revenu, c'est l'autorité la plus large en Israël. Elle peut contrôler aussi bien vos déclarations, vos livres comptables, vos salaires et même votre évolution de patrimoine sur plusieurs années. Donc là, j'ai présenté les quatre types de contrôle qu'il peut avoir. Alors, il peut en avoir un peu plus, mais on va dire que ça, c'est les plus principaux. On a le contrôle de la SEC, donc le Bikoret Shuma. On a le contrôle des tenues de livres, donc le Bikoret Niul Sfarim en hébreu. On va détailler un peu plus les deux premiers juste après. En tout cas, il faut savoir qu'on a aussi une possibilité de Bikoret sur la retenue à la source et des salaires, donc on appelle ça les Nikuim. Et on a le quatrième type de contrôle qui est les déclarations de patrimoine, la Hatzarat On et aussi la Hashvaat On, comparaison de l'évolution de la richesse personnelle par rapport aux revenus déclarés. On commence tout de suite avec
le déroulement d'un contrôle d'assiette. Donc, comme on a dit, la Bicoret Shuma. Donc, le Bicoret Shuma, donc c'est le contrôle fiscal le plus important, d'accord? Mais c'est aussi le plus sensible pour une entreprise parce qu'il pose surtout sur le calcul du revenu imposable, la cohérence des déclarations d'un contribuable, la validation des charges et plus globalement, on va dire, la vérification du montant final d'impôt à payer. Donc, en pratique, un contrôle de la Shuma, d'accord, se déroule généralement sur deux grandes étapes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la première étape qui est la discussion et position, la deuxième étape qui est la contestation, la saga en hébreu. Et on verra juste après qu'il y a aussi une troisième étape. En tout cas, il faut savoir que déjà, la première étape, c'est la position de l'inspecteur des impôts. Donc, l'administration, en fait, elle va analyser les documents comptables et fiscaux, d'accord, d'une personne, et elle va fixer une base d'imposition qui peut, du coup, être différente de celle déclarée par l'entreprise. Si on n'arrive pas à un accord à la première étape avec le fisc israélien, on passe à la deuxième étape qui est, comme j'ai dit, la contestation, la saga en hébreu. C'est la phase en fait de la réclamation ou d'opposition. En tout cas, un nouveau dialogue s'ouvre avec l'inspecteur ou avec un responsable de niveau supérieur au premier inspecteur qu'on a eu dans l'étape numéro un. Et c'est à ce moment-là qu'on peut présenter des arguments, apporter des justificatifs complémentaires à celles qu'on avait amenées dans la première étape et surtout discuter sur les ajustements proposés. Comme vous pouvez le voir, en général, bon, ça se finit à la deuxième étape, mais on a quand même la possibilité d'arriver à la troisième étape qui est le tribunal. C'est le recours au tribunal dans les cas où en fait on n'arrive pas à arriver à un accord avec le fisc à la deuxième étape. Mais comme c'est écrit aussi, c'est assez rare, c'est une procédure qui est assez longue et l'administration préfère généralement de régler le dossier à l'étape numéro 2 pour ne pas avoir à faire face maintenant au tribunal, qui est une procédure qui peut être très longue. Euh, comme c'est écrit aussi, c'est un processus qui est progressif, la décision n'est pas immédiate. C'est un bicoré de Schumann, c'est quelque chose qui peut prendre des mois, comme il peut prendre aussi des années. Donc, c'est un processus qui évolue et qui n'est pas direct. Donc, ça, c'était par rapport au contrôle, le déroulement d'un contrôle d'assiette, donc dans la Bikorechuma. On va continuer avec le deuxième type de contrôle du Mas Aknasa, de l'impôt sur le revenu, qui est le contrôle de tenue des livres, donc la Bikoret Niul Sfarim. La Bicorette News en fait, c'est ce type de contrôle, a pour but en fait de vérifier que les livres comptables et la comptabilité de l'entreprise sont tenus correctement, sont tenus conformément à la loi et aux règles de l'administration fiscale, comme par exemple un logiciel, que le logiciel de la facturation de la personne est bien agréé par l'administration fiscale, qu'il y a bien une facture qui a été générée pour chaque vente, qu'il n'y a pas aussi de décalage entre la caisse et les ventes, etc. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'un contrôle de tenue de livre de Bicoret Nihul Sfarim. Dans la majorité des cas, il faut savoir que ce genre de contrôle arrive sans prévenir, donc par surprise, même si c'est pas toujours le cas. Ça peut parfois être organisé même à l'avance, même en accord avec l'entreprise ou avec le représentant, donc l'expert comptable. En tout cas, faut connaître ce genre de choses. Euh, je pense que ce sujet, il est très complexe. Il y a énormément de choses à dire. Moi, je voulais rajouter sur les droits et les obligations à faire lors d'un contrôle fiscal. Je pense, Rachel, qu'on fera aussi un autre webinaire prochainement sur un peu plus détaillé parce que c'est tout un sujet de webinaire assez long et complexe, mais très intéressant. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Donc, on passe à la deuxième administration fiscale en Israël, qui est la TVA, le Ma'am, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la TVA en Israël a aussi principalement deux types de contrôle. Donc, la première qui est le contrôle des tenues de livres aussi. Donc, Bikoret News Sfarim, comme le Massacre Nassa qu'on vient voir, mais cette fois-ci aux yeux du fisc de la TVA en Israël. Et un autre type de contrôle qui peut être tout ce qui est les remboursements de TVA, donc Bicoret et Maham. En tout cas, il faut savoir que la TVA a des pouvoirs assez importants en Israël, mais qu'en pratique, il y a très peu de dossiers qui sont contrôlés. Comme j'ai écrit ici, on estime qu'il y a uniquement 0,67% des dossiers qui font l'objet d'un contrôle de TVA en Israël. Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, principalement, il y a un manque énorme, qui est connu, mais un manque énorme de personnel
dans le fisc de la TVA. Donc déjà, ça, c'est une raison principale qui est naturelle. Il n'y a pas de personne pour faire des contrôles, donc on fait pas de contrôle ou on en fait moins. En tout cas, à part cette raison-là, pourquoi ils sont pas, pourquoi il y en a plus forcément Massaf Nassa et pas à la TVA, faut savoir que, contrairement à d'autres pays, les déclarations de TVA en Israël, ils sont très détaillées. Donc, je parle pour les grosses structures, ils sont en général très détaillés et font l'objet de vérifications automatiques. Il faut savoir que en Israël, la TVA repose sur un système de déclaration qui diminue beaucoup, en fait, la nécessité de contrôle physique classique. Donc, en fait, en pratique, les contrôles, ils sont intégrés directement dans le système en permanence tout au long de l'année, ce qui en fait nous réduit le besoin de faire des contrôles surprises ou pas surprises, en tout cas de faire des contrôles aléatoires en plus. Et la raison en fait elle est simple, c'est que par exemple contrairement à la France où dans certains cas la déclaration de TVA ils sont surtout déclaratifs, c'est-à-dire je mets moi-même le montant de mes ventes et le montant de la TVA sans justificatif, d'accord? Là en Israël, chaque déclaration israélienne en fait, qu'il soit mensuelle ou bimestrielle, d'accord, selon le statut de l'entreprise, il contient déjà en fait le détail précis des factures émises et reçues. Et donc, l'administration de TVA en Israël, elle peut, de cette façon-là, comparer automatiquement ce qu'une entreprise déclare et faire un rapprochement avec l'autre partie. Donc, si moi j'ai émis une facture, j'ai déclaré à la TVA une facture d'un client, lui-même de son côté, il va faire une déclaration de cette facture aux yeux d'un fournisseur. Et du coup, la TVA fait tout le temps en permanence des vérifications, un rapprochement entre les clients et les fournisseurs et ce qui diminue aussi la raison du manque, enfin de besoin de contrôle pendant l'année. Il y a une autre raison aussi assez importante, et je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est que faut savoir que depuis 2025, il y a le système de contrôle pendant l'année a été encore renforcé avec ce qu'on appelle le numéro d'allocation, donc le MISPAR ACTA, pour celui qui ne connaît pas. Donc concrètement, en fait, on parle d'un nouveau système qui s'appelle Facture Israël, ça s'appelle Cheshboniot Israël. En fait, toutes les factures en 2025, toutes les factures qui étaient supérieures à 20 000 shekels, ils devaient avoir obligatoirement, enfin, on doit toujours avoir, c'est juste que ce seuil a baissé à 10 000 shekels. En tout cas, il faut obligatoirement recevoir un numéro qui est délivré par l'administration fiscale en Israël, donc la TVA. On appelle ce numéro-là un Mispar Aktsa'ah. Et en fait, en pratique, ça veut dire que chaque facture doit être validée par le système de l'administration fiscale en Israël, qui attribue ce numéro unique. Et donc, sans ce numéro, en fait, ce numéro, il permet de récupérer que le côté qui a payé la TVA pourra récupérer grâce à ce numéro-là unique la TVA qu'il a payée. Et donc, tous ces systèmes qu'on vient de citer, c'est des systèmes qui évitent en fait à la TVA de devoir faire en plus d'autres contrôles. Il y a un contrôle qui est fait tout au long de l'année directement. Donc, ça justifie un petit peu ce numéro-là qui est très bas. Alors, on va parler un petit peu du Bitoire Leumi. Donc, comme on a dit, l'équivalent de la sécurité sociale, il a aussi des pouvoirs de contrôle comme le Massaf Nassa et comme la TVA sur les entreprises et sur les indépendants. D'accord? Il n'y a pas de contrôle sur les salariés. En tout cas, ce genre de contrôle porte principalement sur la bonne déclaration des revenus, sur la manière dont les personnes sont déclarées, s'ils sont déclarés en tant que salariés, s'ils sont déclarés en tant qu'indépendants ou dirigeants et aussi sur le calcul des paiements de cotisations sociales. Donc, en pratique, le Bitoire Lomi, en général, cherche surtout à vérifier qu'il n'y ait pas de sous-déclaration des revenus, de mauvaise qualification d'un travailleur qui a été déclaré, ou d'erreurs dans la base des calculs de cotisation. Donc, tout ce qui est Migdamot Masaf Massa, c'est ce genre de contrôle qu'ils font. Donc, ces contrôles-là, en général aussi, peuvent être déclenchés suite à des incohérences en fait avec les données de l'administration fiscale en Israël, donc du Massaf Nassa. Au moment où on fait un bilan via l'administration fiscale, on fait le bilan, on déclare le bilan au Massaf Nassa. Les données qu'on a déclarées dans ce bilan au Massaf Nassa sont transférées au Bitoire Leumi et il y a aussi un rapprochement entre les cotisations, les revenus qu'on a déclarés au Bitoire Leumi et ce qu'on a déclaré concrètement au moment du bilan au Massaf Nassa. Donc, ce genre de décalage entre les deux, c'est ça qui crée des contrôles fiscaux. Ok, on va parler maintenant
qui peut être à risque, qui peut être contrôlé et tomber, entre guillemets, dans un contrôle fiscal et jusqu'à quand on peut être contrôlé. Donc les cibles, donc on a les indépendants, on a les sociétés, on a les nouveaux immigrants et on a aussi beaucoup les personnes qui font des activités avec l'international. Donc comme vous pouvez le voir, il n'existe pas vraiment de profils qui sont à l'abri. Les contrôles fiscaux concernent aussi bien les petits indépendants que les entreprises qui sont bien structurées. Et quand je parle d'indépendants, je parle bien sûr de Essek Patour ou même Essek Zahir ou même Essek Mourché, tout le monde. En tout cas, très souvent, il y a aussi les personnes qui ont des revenus avec l'activité, qui ont des revenus avec l'international qui peuvent être contrôlés ou des personnes qui ont des changements de situation, ou des gens qui sont les nouveaux immigrants, les Olim Kardashian, tout ça, ça peut déclencher des contrôles. Il y a une question qui revient assez souvent et je me suis dit que ça serait bien de la mettre aussi dans ce webinaire, c'est jusqu'à quand on peut, l'administration fiscale peut revenir en arrière, combien d'années en arrière l'administration peut remonter pour faire un contrôle fiscal. Donc déjà, il faut comprendre le principe que en Israël, l'impôt sur le revenu, le Mas Aknasa, il suit un principe qui s'appelle le principe du délai. C'est en fait, si une déclaration n'a pas été examinée dans les délais légaux, elle est considérée comme acceptée. Donc, en général, l'administration remonte entre 4 à 6 ans en arrière pour un contrôle fiscal, d'accord? Elle va pas plus loin que ça. Mais d'après la loi, l'administration fiscale a le droit de revenir jusqu'à 7 ans en arrière. Bien sûr, quand c'est pas pénal, quand c'est pénal, c'est un autre sujet, ça peut remonter même plus en arrière. En tout cas, quand on n'est pas pénal, l'administration peut remonter jusqu'à 7 ans en arrière, et c'est pourquoi c'est recommandé. On sait que voilà, c'est important de conserver les documents comptables et fiscaux pendant au moins 7 ans. C'est la raison. Euh, Encore une fois, ces délais, ils peuvent varier selon le type de procédure et sans document qui justifie, ça devient très difficile de se défendre, comme vous pouvez vous l'imaginer, même si tout est en règle. Donc, l'archivage du coup de ces documents, c'est pas simplement une contrainte administrative. En réalité, c'est une vraie protection pour l'entreprise et pour le contribuable. Les 5 déclencheurs d'alerte, donc je tenais aussi à parler de 5 déclencheurs, 5 raisons pour lesquelles on va déclencher un contrôle fiscal. Alors, encore une fois, c'est que 5 exemples, on a beaucoup plus que ça hein, concrètement, mais je pense que ces cinq déclencheurs d'alerte et de déclencheurs de contrôle fiscal va vous intéresser ou qui sont assez intéressants. Donc, déjà, la première, c'est les dépenses qui sont incohérentes, disproportionnées entre la nature de l'activité et les dépenses. D'abord, je tiens à dire que là, on parle de 5 déclencheurs, mais beaucoup de fois aussi, il n'y a aucune raison. Des fois, c'est tout simplement aléatoire. En tout cas, souvent, c'est déclenché par des incohérences ou des signaux automatiques dans le système de l'administration. Et c'est pour ça que c'est important déjà de connaître ces cinq alertes. Donc, le premier, on a dit dépenses incohérentes. Donc, concrètement, ici, on parle de dépenses qui ne correspondent ni à la nature de l'activité, ni à la taille de l'entreprise. Donc, par exemple, un graphiste qui déclare 60 000 shekels de voyage à l'étranger, ou un petit commerce qui déclare 20 000 shekels de repas d'affaires, ce genre de situation déclenche très vite un signal d'alerte parce que ça donne l'impression que des dépenses personnelles ont été intégrées comme des dépenses professionnel. Et donc, évidemment, il faut tout le temps vérifier que chaque dépense est réellement liée à l'activité. Donc, c'est la responsabilité du contribuable, mais aussi de l'expert comptable aussi à vérifier toujours ce genre de choses et ne pas faire d'erreurs. En tout cas, il faut pouvoir documenter et être capable d'expliquer toute dépense importante ou inhabituelle et si jamais, enfin, jamais d'essayer d'intégrer des dépenses personnelles dans la comptabilité parce que, encore une fois, si l'administration fiscale détecte des dépenses personnelles qui ont été intégrées dans la comptabilité, c'est pas seulement des corrections des chiffres, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est aussi des corrections, enfin, des sanctions pénales. Donc, c'est très important. Le deuxième déclencheur de contrôle fiscal, c'est le chiffre d'affaires en hausse, mais le bénéfice qui reste stable. Donc ici, on parle d'une situation où les chiffres d'affaires augmentent d'année en année, mais le bénéfice déclaré reste le même ou parfois même diminue. Donc, on va prendre un exemple simple. En 2023, le chiffre d'affaires est de 1 million de shekels pour un bénéfice déclaré de 200 000 shekels.
En 2024, le chiffre d'affaires dépasse les 2 millions de shekels, mais le bénéfice déclaré reste à 200 000 shekels. Alors, forcément, ce type de situation déclenche un signal d'alerte. L'administration se demande comment c'est possible de gagner plus sans que le bénéfice n'augmente. Alors, bien évidemment, c'est possible que sur une seule année, ça peut être tout à fait normal, mais l'administration fiscale fait son analyse sur plusieurs années. D'accord? Elle ne s'arrête pas à une année, elle vérifie ça sur plusieurs années. Donc, sur une année, on peut expliquer, sur plusieurs années, ça peut paraître bizarre et c'est ça qui va pouvoir déclencher un contrôle dans ce genre de cas. Donc, encore une fois, le conseil ici, c'est d'évidemment de vérifier les charges déclarées qui sont cohérentes en fait avec la réalité. Et encore une fois, de bien documenter toute dépense exceptionnelle comme l'achat d'un matériel ou des travaux qui ont été faits pour pouvoir en fait expliquer clairement dans la déclaration toute variation de rentabilité en cas de contrôle. Encore une fois, si la situation est légitime, il n'y a aucun problème. Il va juste à condition de pouvoir l'expliquer. Trois autres déclencheurs d'alerte de contrôle fiscal. Le troisième, c'est train de vie vs revenus. Donc ici, on parle de décalage entre les revenus déclarés et le patrimoine personnel d'une personne. Donc par exemple, une personne qui déclare un bénéfice annuel de 100 000 shekels tout en achetant un bien immobilier à 5 millions de shekels sans recourir à un crédit. Donc forcément, ce genre de situation aussi déclenche un signal d'alerte parce que l'administration se pose une question très simple. Comment la personne a pu acheter, d'où vient l'argent, tout simplement. Et donc, elle se pose ce genre de questions. Et donc, ce qu'il faut faire très attention, c'est d'éviter déjà de vivre au-dessus des revenus que l'on déclare, en tout cas, mais aussi de pouvoir documenter toute source de fonds qui sont un peu spéciales, comme des héritages, des donations, des prêts, ou même si quelqu'un a gagné au loto, tout ce genre de choses, quelqu'un qui a eu un petit peu de mazal à gagner au loto, tout ça, c'est des choses qu'il faut déclarer. Et même chose ici, faut pouvoir conserver toutes les preuves qui pourront permettre d'expliquer l'origine de l'argent. Et là, j'ai mis le syndrome de la Ferrari parce que ce genre de déclencheur m'a rappelé une histoire que j'avais lue il y a quelques années sur un agent du fisc français, c'était dans ce cas-là, qui était rentré sur Facebook et qui était tombé sur quelqu'un qui avait publié une photo de sa nouvelle Ferrari qui était en son nom et il parlait de toute sa richesse qu'il avait. Et cet agent-là avait réalisé que il avait traité la déclaration de cette même personne quelques jours plus tôt et que cette personne-là avait déclaré uniquement, je crois, 1 000 euros, 1 500 € de revenus mensuels. Je vous laisse imaginer la suite. Ça correspondait pas avec sa déclaration. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, les administrations fiscales ont accès à énormément d'informations. Je pense que vous êtes au courant et que vous le voyez autour de vous. Il y a beaucoup d'incohérences et qui peuvent finir au final par remonter, surtout aujourd'hui avec tout ce qui est les transferts d'informations entre les pays et les banques. Donc, tout simplement, déclarez vos patrimoines et dormez tranquillement. Le quatrième déclencheur de contrôle fiscal, employer un membre de la famille fictif. Donc ici, on parle d'une situation où un salaire important a été versé à un conjoint ou à des enfants alors qu'il n'y a pas de travail réel dans l'entreprise. Donc je tiens à préciser, on parle vraiment d'un cas où il n'y a pas de travail réel de la part du conjoint ou d'un enfant de la famille. Par exemple, un salaire mensuel de 15 000 shekels versé au conjoint, alors qu'en pratique, il ou elle ne travaille pas, même si elle travaille un tout petit peu, il faut que ça soit cohérent. Donc, ce type de situation déclenche automatiquement un signal d'alerte parce que ça peut être perçu comme une tentative illégale de répartir artificiellement les revenus pour réduire l'impôt de la personne. Parce que je rappelle, en Israël, le système dans l'imposition est un système progressif, c'est-à-dire plus on gagne, plus on paye d'impôts. Et du coup, pour pouvoir payer moins d'impôts, il y a une solution qui est illégale, bien évidemment, c'est de répartir artificiellement avec sa femme ou avec son mari les revenus ou même avec ses enfants. C'est des choses qui sont illégales, comme je dis, et qu'il faut vraiment éviter et s'assurer en fait que tous les membres de la famille travaillent réellement dans l'entreprise, c'est-à-dire que le salaire doit être cohérent et proportionnel aussi au travail effectué. D'accord?
un petit travail qui est fait en quelques heures ne peut pas être rémunéré 30 000 ou 40 000 shekels par mois. Ce genre de cas, ça crée, ça déclenche des contrôles. Donc, c'est indispensable dans ce genre de cas aussi de documenter l'implication de du membre de la famille. Donc, si c'est déjà un contrat de travail, ok, très important, la description du poste, des preuves de l'activité, donc par exemple, je sais pas, une adresse mail professionnelle du conjoint ou de l'enfant, tout ça pour pouvoir justifier et prouver en cas de contrôle que voilà, cette personne travaille réellement et de façon cohérente avec. Donc encore une fois, si le travail il est réel, il n'y a aucun problème, c'est très possible. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent en famille. Vraiment, aucun problème, mais juste pouvoir le prouver. Et attention, le Bidouar Lomi, il est particulièrement vigilant sur ce type de situation, d'employer quelqu'un, un membre de la famille, donc aussi un point à ce niveau-là. Dernier déclencheur de contrôle fiscal qui est la rentabilité anormale. Donc ici, on parle en fait d'une situation où l'entreprise affiche une rentabilité nettement plus faible que la moyenne de son secteur parce que, évidemment, l'administration fiscale connaît les rentabilités moyennes de chaque activité. Donc par exemple, dans le domaine du conseil, la rentabilité moyenne est d'environ 40% du chiffre d'affaires, alors que si une entreprise dans le même domaine, donc dans le conseil, déclare uniquement 10% de rentabilité du chiffre d'affaires, ce type d'écart, concrètement, ça déclenche un signal d'alerte et un contrôle juste après. Donc, c'est très important de signaler aux autorités, déjà si vous avez changé d'activité, de secteur, d'accord? Parce qu'encore une fois, le pourcentage de rentabilité, il dépend aussi de votre secteur. Donc, si vous avez changé d'activité, ça peut aussi expliquer et éviter un contrôle, ou même si vous avez ajouté une nouvelle activité, par exemple quelqu'un qui était dans le conseil, encore une fois, mais qui a ouvert aussi un magasin de chaussures et qui n'a pas déclaré aux impôts qu'il avait rajouté, il n'y a aucun problème, faut leur dire, il n'y a aucun problème d'avoir deux activités différentes dans le même dossier. Mais il faut prévenir, surtout aussi pour éviter des contrôles, parce que on va avoir une rentabilité qui va être différente de celle que les impôts connaissent ou s'attendent, et alors que tout est propre et tout est légal. Donc, changement d'activité ou rajout d'une nouvelle activité, c'est des choses à tenir au courant, le fisc. C'était les cinq déclencheurs. On va parler maintenant aussi de cinq risques, on va dire, dont les activités qui travaillent avec l'international peuvent faire face. Donc, on va commencer avec le prix de transfert, donc le transfer pricing. Euh, le transfer pricing, c'est clairement l'un des sujets les plus centraux, mais aussi les plus sensibles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le transfer pricing pour celui qui ne connaît pas? C'est tout simplement le prix qu'on fixe pour les transactions entre deux sociétés qui appartiennent au même groupe. Donc, par exemple, une société israélienne qui facture des services à sa filiale en France, ou une maison mère en France qui facture des frais de management à sa société en Israël. Alors, l'administration fiscale vérifie que ces transactions sont faits à des conditions normales de marché, c'est-à-dire qu'au prix qu'on aurait dû appliquer entre deux entreprises totalement différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que on veut éviter, ou l'administration fiscale veut éviter, qu'un groupe manipule les prix pour déplacer des bénéfices vers un pays où l'impôt est plus faible. Donc concrètement, dans ce genre de cas, l'administration regarde deux choses principales. Donc d'abord, si les prix pratiqués sont comparables à ceux qui auraient dû être appliqués entre deux entreprises qui sont indépendantes, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ensuite, elle vérifie si les bénéfices ne sont pas transférés artificiellement vers l'étranger ou vers Israël, comme on vient de dire. Donc dans beaucoup de cas, les entreprises doivent préparer, on appelle ça une étude de transfer pricing, pour pouvoir justement expliquer et justifier la manière dont elle a fixé leur prix entre les sociétés liées. Et si cette étude n'existe pas ou on l'a pas préparée en avance, les conséquences peuvent être lourdes, en tout cas dans ce genre de cas, parce que ça peut être des pénalités, des redressements basés sur les estimations de l'administration fiscale. Donc elle-même, elle va décider quel est le prix entre les sociétés liées, et c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter, parce que c'est toujours pas en notre faveur. Et parfois même des corrections sur les années passées. Donc c'est pour ça que c'est très important d'anticiper ce genre de cas et préparer déjà une étude de transfer pricing.
il y a deux façons. En réalité, on peut demander une opinion fiscale. Donc, c'est une étude d'un transfer pricing de la part d'un expert comptable avant de faire une opération. Donc, on appelle ça une Chavad Da'at en hébreu, c'est-à-dire une analyse professionnelle pour pouvoir vérifier que tout est correct et calculer le transfer pricing. Et il y a aussi une autre façon qui est encore plus, euh, pour pouvoir être encore plus serein, c'est demander activement à l'administration fiscale un pré-ruling. C'est en fait une position officielle donnée à l'avance par l'administration fiscale à ce sujet-là, donc le transfer pricing, c'est-à-dire l'administration fiscale déjà se mettre d'accord avec le contribuable sur quels sont les prix qui doivent être appliqués entre ces sociétés-là. Et comme ça, on évite d'être angoissé s'il y a un contrôle et que l'opinion fiscale n'était pas correcte ou on n'a pas pris d'opinion fiscale et on a décidé nous-mêmes sur un prix. Donc ça, c'est une possibilité. En tout cas, dans les deux cas, l'idée est simple, c'est de réduire au maximum le risque fiscal et éviter les mauvaises surprises un peu plus tard. Deuxième risque pour les sociétés qui travaillent avec l'international, donc la résidence et le contrôle fictif. Donc l'administration fiscale, comme vous le savez, ne regarde pas seulement où la société est enregistrée sur le papier, elle regarde surtout où les décisions importantes sont vraiment prises. Donc même si une société est immatriculée à l'étranger, si en réalité le conseil de l'administration se réunit en Israël, si la direction prend des décisions depuis Israël ou si l'activité est gérée concrètement depuis Israël, alors évidemment, la société peut être considérée comme résidente fiscale israélienne, malgré, je vous rappelle, qu'elle soit immatriculée à l'étranger. Et donc, dans ce cas-là, où cette société-là, étrangère et résidente fiscale israélienne, elle peut être imposée en Israël sur l'ensemble de ses revenus, y compris ceux qui sont réalisés à l'étranger. Donc, ça, c'est un piège qui est très fréquent dans les structures internationales et beaucoup d'entreprises tombent dedans sans même s'en rendre compte. Donc, faire très attention à ce point-là. On continue avec la retenue à la source, le withholding tax. Tout paiement à un non-résident est taxé par défaut. Donc, les paiements en fait qui sont effectués à l'étranger en Israël sont un point de contrôle très classique pour l'administration fiscale. En fait, pour tout savoir, l'administration fiscale, elle va en fait examiner les paiements d'intérêts, les redevances, les frais de gestion et encore les prestations de services professionnels, parce que dans la majorité des cas, ce genre de paiement, ce type de paiement en tout cas, ils sont soumis à une retenue à la source en Israël en tout cas, en général de 25 à 30%, je crois que je l'ai marqué ici, de 25 à 30%. Donc c'est pas quelque chose qui est négligeable, qu'on peut ignorer. En pratique, il faut savoir qu'on peut réduire ces 25 et 30%, ou même éviter complètement cette retenue à la source. Donc pour ces deux cas-là, il va falloir soit demander une autorisation préalable à l'administration fiscale, d'accord? Ou s'il y a déjà dès le départ une convention fiscale entre les deux pays où on fait le virement. Et là aussi, il faut avoir un accord officiel à l'avance de la part du fisc. En tout cas, les conséquences de ce genre de paiements qu'on n'a pas de prix de retenue à la source, ça peut être un redressement fiscal, des pénalités et aussi, voire même des intérêts. Quatrième risque qu'il faut connaître, et ça peut intéresser beaucoup de personnes, j'imagine que beaucoup de personnes présentes ici connaissent cette loi de TVA à 0%, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en principe, quand vous exportez des services ou des biens à l'étranger, vous pouvez appliquer une TVA à taux zéro. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que justement, c'est un point que l'administration regarde de très près. Elle vérifie plusieurs choses. Elle vérifie d'abord qui est le bénéficiaire du service. Elle vérifie est-ce que le service est vraiment fourni à un résident étranger. Et elle vérifie aussi, surtout, est-ce que, il n'y a pas une utilisation du service qui a été fourni en Israël. Parce qu'en réalité, le service qui est rendu à un résident qui est israélien, même si l'argent il vient de l'étranger, d'accord, il a été viré par un compte en banque à l'étranger ou un compte en banque étranger, le taux zéro, il peut être refusé. Et ça, c'est une erreur qui est très fréquente dans les entreprises qui travaillent avec l'international. Pour vous donner un exemple, pour comprendre en fait de quoi je parle, par exemple,
un cas classique, un avocat qui donne des conseils à un résident étranger concernant l'achat d'un bien immobilier en Israël, d'accord? Donc, un conseil à un résident étranger pour un bien qui est en Israël, d'après la loi, cet avocat doit rajouter à la facture la TVA israélienne qui est de 18%. En tout cas, le service concerne un bien qui est situé en Israël, malgré qu'il soit donné à un résident étranger, comme on parle d'un bien qui est situé en Israël. Donc en fait, la TVA, elle veut recevoir son argent quand on parle de choses qui concernent Israël. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut pas négliger. Euh, on va continuer avec le dernier risque à connaître et qui peut aussi concerner, je pense, des personnes qui sont présentes aujourd'hui ici, et c'est les déplacements, la déductibilité des frais de déplacement à l'étranger. Alors, évidemment, les voyages à l'étranger, c'est très courant, mais c'est aussi quelque chose que l'administration regarde de très près. Elle vérifie concrètement trois choses. D'abord, elle vérifie est-ce que le voyage, il est vraiment lié à l'activité de la personne. Ensuite, il vérifie est-ce qu'il n'y a pas une partie personnelle qui est cachée dedans. Et la dernière chose qu'elle vérifie, c'est est-ce que la durée du séjour et les dépenses sont cohérentes avec l'activité de la personne. Et là, encore une fois, il faut des preuves. Donc, comme j'ai écrit ici, documents obligatoires, agenda précis des réunions. Il faut des preuves du billet d'avion, des factures d'hôtel, des invitations officielles si c'est des conférences ou à des clients, et preuves de la nature strictement professionnelle. Donc, il faut les preuves, ça c'est important, euh, parce qu'encore une fois, sans justificatif, la dépense peut être refusée. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais à la fin du mois, Nissim Satchel, mon associé, prévoit de faire un webinaire, je crois, à la fin du mois, qui va parler aussi des dépenses déductibles et il va parler aussi, j'imagine, des voyages à l'étranger. Donc j'espère que vous serez présents. On va finir sur un dernier sujet je trouve qui était très important à parler. Donc l'opportunité unique, la divulgation volontaire. Donc encore une fois, j'aimerais profiter, même si c'est pas relié exactement avec des contrôles fiscaux, mais je pense que c'est quand même ça rejoint. Ça rejoint ce thème de webinaire. Donc, je voulais vous parler du Noal Guido Marathon depuis 2025, depuis août 2025, et qui est valable jusqu'au 31 août 2026. Donc, déjà, pour celui qui ne connaissait pas, la divulgation volontaire, c'est une opportunité assez rare. Donc, en fait, cette proposition s'adresse aux personnes qui savent qu'elles ont, par le passé ou même par le présent, des revenus ou des actifs qui n'ont pas été déclarés correctement au fisc ou qui n'ont pas été déclarés du tout, euh, et encore ne sont pas déclarés. Donc, je parle par exemple de quelqu'un qui a des revenus locatifs qui n'ont jamais été déclarés, des gains en crypto, donc ça c'est quelque chose que l'administration fiscale essaye vraiment de trouver, des gens qui cachent des revenus en crypto, des investissements en crypto, ou même une activité commerciale qui n'a jamais été déclarée, c'est-à-dire j'ai ouvert une société au Rachem Havarot, au registre des commerces, mais je n'ai concrètement jamais émise de facture, je n'ai jamais déclaré mes revenus. Donc tout ça, ça existe et c'est une opportunité parce que l'idée de cette divulgation volontaire, elle est simple. C'est en fait que le contribuable prend l'initiative, d'accord? Il va contacter via son expert comptable l'administration fiscale qui va expliquer la situation. Voilà, je n'ai pas déclaré, j'ai un bien en Israël où je le loue depuis déjà quelques années, je n'ai jamais déclaré mes revenus locatifs. Je ne dors pas bien la nuit, je veux profiter de cette divulgation volontaire pour déclarer et du coup payer l'impôt. Parce que payer l'impôt et d'ailleurs aussi même les intérêts et l'indexation ou même des amendes de ce que j'aurais dû payer. La divulgation volontaire ne protège pas de l'impôt. C'est-à-dire, c'est pas je tiens au courant le fisc et maintenant je dois rien payer. Juste à partir de maintenant, on commence une nouvelle page et je commence à payer mes impôts. Non, il va falloir payer rétroactivement tout l'impôt qui n'a pas été payé. Il va falloir payer les intérêts, les amendes, les index. Mais par contre, en quoi ça nous aide du coup, toute cette divulgation volontaire? C'est l'immunité pénale, c'est-à-dire on ne risque pas de poursuite. Dans certains cas, et dans beaucoup de cas en fait plutôt, euh, des gens qui se font attraper.
peuvent finir en prison parce qu'ils n'ont pas déclaré leur revenu en crypto, qu'ils n'ont pas déclaré leur revenu locatif. Tout ça, c'est des choses pénales. Et là, voilà, on a un dessin d'une porte. L'administration fiscale ouvre une porte assez rare à ce genre de personnes qui veulent mettre fin à ce stress et commencer à déclarer. Je tiens à dire que euh, donc encore une fois, c'est pas une exonération d'impôt et ça engage la personne. Si la personne était déjà dans le radar du fisc en Israël, c'est-à-dire le fisc avait déjà commencé une procédure de Hakirot, c'est-à-dire d'enquête sur cette personne, ça va rien changer si la personne va commencer à prendre cette initiative parce que l'administration pourra lui dire, je t'ai déjà vu, je suis déjà au courant de tout ça. Et du coup, on perd aussi l'immunité pénale. Donc ça aussi, c'est une des conditions à connaître. Euh, voilà, c'est ce genre d'opportunité qui est valable depuis le 25 août 2025 et qui est valable depuis le 31 août 2026. C'est une longue procédure, mais c'est une procédure qui peut être très importante parce que je crois que la dernière divulgation volontaire qui a eu lieu, c'était vraiment il y a plusieurs années. Et bon, là, ils ont annoncé que c'était la dernière. Je peux pas vous garantir que ça soit la dernière. J'imagine qu'il y en aura d'autres, mais ça peut être dans 5 ans, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 15 ans. Je sais pas. Et d'ici là, quelqu'un qui cache ses revenus peut être contrôlé et clairement finir en prison. C'est pas juste une façon de parler. Donc voilà, pour finir sur de bons termes. Ah, j'avais oublié ce slide, mais en tout cas, on en a parlé. Euh, on en a parlé, ça rejoint aussi la divulgation volontaire. Donc voilà, donc encore une fois, ce webinaire n'était pas là pour faire peur, au contraire, c'était pour justement mettre de l'ordre dans les choses, connaître un petit peu, on a vu quels déclencheurs, quelles alertes peuvent déclencher un contrôle fiscal, donc faire attention à ce genre de choses. On a vu un petit peu les risques de ceux qui travaillent avec l'international, on a connu un petit peu les administrations différentes en Israël et qu'est-ce qui vérifie chacune. J'espère que ça a fait un peu de l'ordre et que les choses sont un peu plus claires. Comme j'ai dit, le sujet du contrôle fiscal, c'est un sujet énorme. Vraiment, je pense que chaque slide que j'ai présenté aujourd'hui pouvait avoir un webinar de lui-même et de beaucoup de temps. Comme j'ai dit, peut-être si je vois si Rachel me dira qu'il y a de la demande, on fera d'autres dans ce thème-là, en tout cas sur les droits. J'ai pas parlé des droits et des obligations lors de concrètement d'un contrôle fiscal. Si demain il y a quelqu'un qui toque à votre porte, est-ce que, est-ce qu'il peut venir vous contrôler? Est-ce qu'il peut poser la question à vos enfants? Est-ce qu'il peut interroger votre conjoint? Est-ce qu'il peut rentrer chez vous à la maison? Est-ce qu'il peut prendre vos ordinateurs? Il y a beaucoup de choses très intéressantes à connaître et peut-être prochaine occasion, on en parlera si ça intéresse des gens. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et s'il y a des questions, avec plaisir.